Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis Vanessa Sidbon, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission du mercredi matin, il est 9h35, bienvenue dans le journal d'une maman. Nous allons parler d'un sujet sensible, nous allons avoir un témoignage aujourd'hui, nous allons avoir un sauveteur, nous allons parler des risques de noyade, comment les prévenir et nous allons également écouter les témoignages bouleversants de Laetitia et surtout l'engagement de Jean-Yves. Alors on le sait, chaque été, des familles voient leur vie basculer, pas que l'été, parce que c'est vrai que noyade, on pense souvent aux piscines ou à la mer. Ces accidents domestiques sont la noyade, malheureusement, ne se produisent pas que dans des grands espaces. La noyade est la première cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 6 ans. Et contrairement à ce que l'on imagine, une noyade ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse, rapide et imprévisible. Aujourd'hui, nous allons donner la parole donc à Laetitia, qui est la maman du petit Antoine, qui est décédé dans un bassin à l'âge de 2 ans et demi. Et nous allons également donner la parole à Jean-Yves, qui est secouriste et qui a créé donc son entreprise en 2023, cette entreprise d'atelier de secourisme pour former les parents. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Laetitia, merci d'être venue, je vous le répète, et merci aussi d'accepter de nous confier votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Antoine ? Antoine, voilà, il avait 2 ans et demi. C'était un petit garçon assez joyeux, comme tous les petits garçons, d'ailleurs on le voit sur les photos, qui était fou des pompiers, c'était sa passion, et qui adorait découvrir la nature, passer son temps dans le jardin, il adorait aller voir ses poules, arroser les plantes, un bel petit aventurier de 2 ans et demi. Alors on voit qu'il avait ce regard qui illuminait un petit peu tout le monde et c'est vrai qu'on ne pense jamais qu'un drame peut frapper à sa porte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? En fait, on venait de finir de regarder la cérémonie du roi. C'était le jour du couronnement du roi, le 6 mai 2023 et on s'est dit on va faire un peu un temps calme tous ensemble pour après passer aux autres activités. Donc c'était vers 14h30, 15h, sachant que Antoine devait rentrer en septembre à l'école et qu'il était toujours à l'été, donc j'essayais un peu de l'occuper pour sauter les tétés. Et là, ce jour-là, et j'ai essayé aussi de lui sauter les siestes, et ce jour-là, en fait, il a commencé à vouloir s'endormir en tétant, donc je dis, ah non, vu l'heure qu'il est, c'est pas la peine. Et donc du coup, je dis, bon, allez, on va s'occuper, comme ça, on va le faire passer à autre chose. Et du coup, j'avais fait comme n'importe qui, les mamans, voilà, on s'active, on fait les travaux de maison, le linge, tout ça. Et donc du coup, j'avais une machine à étendre, ces draps. Et en attendant, je lui ai dit, va jouer, maman, elle arrive. D'habitude, il venait toujours avec moi appuyer sur tous les boutons. Et là, je dis, maman, elle arrive. Voilà. On peut essayer aussi de le lâcher parce qu'on me disait que j'étais trop mère poule, toujours trop à être avec lui. Et il a commencé à jouer donc sur la terrasse avec ses camions de pompiers, tout ça, tout content. Et je lui ai dit à un moment donné, après on va aller voir les poules si elles ont fait les œufs, parce que c'était son grand bonheur d'aller chercher ses œufs. Et puis voilà, moi après je m'occupe, il y avait tout qui était ouvert, il faisait beau, il y avait tout qui était ouvert. Du coup la terrasse, après il y a la cuisine et la machine elle est dans l'arrière. Voilà, tout est ouvert, donc je l'entendais jouer. Et puis du coup, quand je suis après ressortie sur la terrasse, je l'ai pas vu. Je n'ai pas spécialement paniqué, absolument pas. À aucun moment j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est un petit garçon. Il a changé d'endroit. Ouais, il a changé d'endroit, il a dû voir quelque chose, il a dû aller voir ses poules parce que il adorait aller voir les poules. Des fois, il revenait avec des œufs, regarde les œufs, maman, et puis paf, il tombait par terre, oups, c'est cassé. Comme un petit garçon, quoi. Et puis, le portail était fermé, c'est un endroit, le jardin c'était sécurisé, donc il n'y avait pas de soucis. Et donc, du coup, en allant pour mettre le linge à étendre, donc, qui était un peu plus dans la propriété. Je suis passée devant le bassin qui a toujours été là, où on avait nos poissons. Et j'ai vu sa moto draisienne, donc c'est sur quoi il montait, moto draisienne, donc assez grosse, dans le bassin.
Et comme elle était en plastique, elle flottait, mais à aucun moment, en fait, j'ai paniqué, quoi. J'ai pris la moto, je l'ai enlevée, et je me suis dit, Antoine, mais pourquoi t'as fait ça? Et je me suis dit, peut-être qu'il a voulu la laver, puisque je devais laver ma voiture. Je me suis dit, sa moto, elle était sale, peut-être qu'il a voulu la laver, mais à aucun moment, j'ai pensé qu'il était juste en dessous, à aucun moment. Et donc, du coup, il y a juste, en approchant, du coup, je continue à aller, tout en l'appelant, aller vers l'étendage. Et là, je me dis, ouf, il y a la piscine, on a une piscine hors sol. Je me dis, ouf, au moins, il n'est pas dedans. Il n'y a personne qui flotte, parce que moi, voilà, c'est tout bête, mais il n'y a rien qui flotte au-dessus. Et j'ai enlevé l'échelle. Donc ça, au moins, j'étais sûre qu'il n'y avait pas de risque. Et après, j'ai continué à l'appeler quand même. Donc, j'ai posé le linge. Je me suis dit, peut-être, c'est bizarre quand même qu'il ne vient pas. Et comme c'était le moment où il apprenait à jouer à cache-cache avec sa sœur, donc ma fille qui avait 9 ans, avec qui il était très fusionnel, peu de temps avant, elle lui avait appris à jouer à cache-cache et à pas sortir dès que, voilà, à jouer le vrai cache-cache en disant non mais Antoine, il faut pas que tu montes où tu es. Donc je me suis dit peut-être que c'est ce qu'il fait. Il joue à cache-cache et donc après je fais j'ai fait tout le jardin, là. Donc j'ai été voir les poules, j'ai vu qu'il n'était pas là. Je fais Antoine, il y a les œufs à aller chercher. Après je me dis peut-être qu'il est allé du coup, comme il avait son habitude de faire, c'était aller sur le tracteur de son père, enfin le truc autoporté. Je me dis il a été chercher les outils de son papa, il va encore aller. Pourtant Antoine, on t'a acheté tes propres outils pour réparer tes camions, donc du coup il n'était pas là. Et puis je m'étais rappelé que le matin j'avais mis du coup ces doudous à laver et qu'il les voulait à un moment donné. Je lui avais dit tu les auras dans l'après-midi quand ils seront secs. Et je fais peut-être comme il était fatigué, peut-être que du coup il est retourné dans la maison sans que je le voie, ou qu'il est remonté en haut comme il avait l'habitude de faire, et que je vais les retrouver à se chamailler avec sa sœur, ou que ma fille du coup qui regardait un film, l'aura mis dans sa chambre avec elle et a regardé Sam le pompier, et puis comme elle a dit là c'est bon, il est fatigué, finis ce que tu as à faire, comme elle avait l'habitude en fait de faire. Et donc du coup je suis retournée vers l'étendage pour voir si ces doudous étaient propres, et en les touchant j'ai vu qu'ils étaient humides, et c'est là que je me suis dit le bassin, la moto. Et je me dis non mais c'est pas possible en fait, je suis complètement folle. Pourquoi imaginer ça? De toute façon il n'y a pas de raison, Et puis je l'aurais vu, ou j'aurais entendu forcément, j'aurais entendu le plouf, ou j'aurais vu des éclaboussures, et du coup je suis remontée donc vers la maison en me disant il est forcément avec sa fille, et sur le coup j'ai pensé que je faisais une genre de dépression, pas postpartum, mais quelque chose de les angoisses, que le fait qu'il aille à l'école, qu'il était assez fragile parce qu'il avait des problèmes pour manger, donc il était souvent allaité, que c'était compliqué pour moi, et je me disais ça doit être des angoisses que je fais pour lui, que j'ai peur de le mettre à l'école et que ça se passe pas bien, et que peut-être qu'il va falloir que j'en parle avec le médecin, parce que si je commence à avoir des peurs pour lui comme ça devient problématique. Et je me dis je pris la première chose que j'ai vue sous la main, et j'ai plongé, c'était un râteau, et j'ai plongé le râteau dans le bassin, mais juste en mode t'es complètement folle, ma fille, il est avec sa sœur, là-haut dans sa chambre, comme d'habitude, je vois pas pourquoi ça serait pas comme d'habitude. Et je me suis dit, j'ai juste besoin de me rassurer, en me disant, pour que je m'enlève cette idée de la tête. Et en fait, en plongeant le râteau, j'ai enlevé le corps de mon fils. Donc je l'ai accroché avec son short qu'il avait pour mettre la ceinture, et c'est en fait là que je l'ai sorti, et là ça a été après je l'ai sorti, et je sais pas, je l'ai jeté au sol, et je savais que c'était fini. Clairement, quand on est pompier, on le sait, j'ai vu des choses que son visage, ses yeux, tout ça, je savais, mais je sais pas, il y a peut-être l'instinct, je sais pas, j'ai commencé à lui faire un massage cardiaque, alors que je savais que c'était sans espoir, et à hurler tout ce que je pouvais. Le voisin qui était à côté en train de préparer la tente dehors, parce que son fils avait fêté son anniversaire, qui m'a entendu appeler Antoine, donc pendant un moment, mais pareil pour lui, il se disait ça arrive souvent, donc c'est pas il se cache, il est joueur, il est coquin, et puis il aime faire bouge, je suis là. Et là pareil, il m'a entendu, mais comme c'était pas quelque chose de normal, on va dire, il a pas compris sur le coup ce qui se passait, et puis non, il était en mode est-ce que tu as il était, je pense aussi lui-même tétanisé. Mon mari qui est en haut, il faisait la sieste parce qu'il avait eu une semaine de
il avait eu des mois assez chargés au boulot, et du coup là c'était son premier jour de vacances, et donc du coup il était assez fatigué, donc il s'était comme tous les samedis, voilà, il se reposait, il y avait la télé, il y avait la clim, donc il m'a pas entendu non plus crier. Et puis comme je dis, c'est pas quelque chose, voilà, il entend les enfants jouer, j'ai l'habitude de jouer avec eux dans le jardin, donc pour lui c'était pas quelque chose d'alertant. Et ma fille du coup qui à un moment donné, donc elle était aussi dans sa chambre à regarder un film, le film s'est arrêté et elle m'a entendu l'appeler et elle pensait que je jouais avec son frère en fait, et donc du coup elle m'a rejoint, mais en mode toute joyeuse quoi, comme une enfant de 9 ans qui m'a vu donc avec son frère allongé par terre, et elle pensait que je jouais à le chatouiller ou autre, et que du coup elle a commencé à dire maman, moi aussi je veux le chatouiller. Et c'est là en fait quand elle est arrivée vers lui et qu'elle a vu son visage, qu'elle s'est mise à hurler, mais un cri que je souhaite à personne d'entendre, et voilà, à me crier dessus, maman, sauve-le, je veux pas qu'il meure. Mais elle a compris aussi quand on voit son visage, c'était sûr. Et du coup, j'ai commencé à lui hurler dessus de vite appeler les pompiers, donc elle était paniquée, elle savait plus le numéro. À savoir que je n'avais pas mon téléphone portable sur moi, parce que tout le monde me dit pourquoi t'as pas appelé les pompiers toi. Je ne l'avais pas, parce que comme j'étais en train de faire les choses, et ben je savais pas où il était, et en fait je l'avais posé dans la cuisine, et sur le coup j'ai pas pensé non plus à aller le chercher. Et pareil, ma fille, donc elle était en panique, et je lui ai hurlé vite, va chercher de l'aide, et du coup elle est montée chercher mon mari, elle a réveillé le pauvre, et voilà, ça a été le pire moment de sa vie aussi. Et pareil il a appelé les pompiers. Du coup ils ont été très rapides, puisque ce qui se passait, c'est que les pompiers sont arrivés très vite, parce qu'il y avait une unité en fait qui rentrait à la caserne, et ils passaient juste en bas de la maison quand ils ont eu le message, et donc du coup on a entendu de suite les pompiers arriver, donc là ça a été un soulagement pour moi, je dois le dire, aussi rapide. Et du coup pareil, la dame au téléphone demandait à mon mari si mon fils respirait ou autre, donc il lui a dit non, ma femme est en train de le réanimer. Et alors moi je vous avoue que j'étais en panique, donc je savais pas trop ce que je faisais, mais j'essayais de faire donc le rythme, clairement je l'avais plus, et j'étais assez épuisée aussi sur la fin. Et voilà, mon mari il essayait de me redonner le rythme et tout ça, parce que j'étais en panique, j'étais fatiguée, je sais pas depuis combien de temps j'étais en train de le masser, mais assez fatiguée. Et là quand j'ai entendu les pompiers, j'ai dit à mon mari c'est trop tard, il est mort. C'est à eux je veux pas c'est pas à moi de le dire, c'est eux qui doivent l'annoncer mort. Et je me suis vraiment écroulée à ce moment-là. Et ils ont repris le relais. Donc du coup ils se sont relayés et tout ça, et la première chose qu'ils m'ont demandé, donc c'est combien de temps ils étaient passés sous l'eau, et je leur ai dit beaucoup trop longtemps, et j'ai pas réalisé, mais au moins plus de 5 à 10 minutes, le temps que je le cherche partout. Donc je sais que c'est fini. Et après la chose que je leur ai dit, c'est je crois que je lui ai cassé les côtes, je suis désolée, je crois que j'ai appuyé trop fort dans la panique, et j'ai senti en fait ses côtes se casser sous mes mains, et je crois que je lui ai fait mal. Et là il y a un pompier qui m'a dit madame, alors on va reprendre le massage, parce que ça montre que ça a été efficace. Et après, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, je crois que j'ai fait le massage, même si je savais que c'était fini pour lui, mais j'ai fait le massage parce qu'il fallait préserver ses organes pour le don d'organes. Je sais pas pourquoi j'ai réalisé ça. Ça a été la première chose. J'ai dit mon fils est mort, mais voilà, il faut sauver des vies, sauvez-le. Et du coup, ils l'ont massé pendant très très longtemps. Ils se sont relayés. Il y a eu d'autres pompiers qui sont venus du coup les rejoindre. Donc par la suite, on a entendu qu'on avait à peu près une quarantaine de pompiers qui étaient là. Et donc c'est assez prenant quand on voit son petit bout de chou il était grand comme ça, 90 cm, 10 kg, petit bonhomme, avec des hommes qui étaient vraiment en train de le masser, de le masser jusqu'à l'épuisement. Ils étaient en train de se relayer. À un moment donné, donc il y a le SAMU pédiatrique de Marseille qui sont venus au bout d'une demi-heure à peu près. Le médecin pédiatre a commencé à me parler en me disant, vous savez, il est froid, il n'y a pas d'activité cardiaque malgré tout ce qu'on lui donne, vous savez, ça va pas. Je pense que voilà, faudrait peut-être va le laisser, voilà, peut-être que c'est fini. Et là en fait j'ai eu un hurlement en lui disant, en m'adressant à mon fils en disant non, tu peux pas mourir là où que tu as passé tous tes plus beaux moments avec ta sœur, voilà, reviens au moins pour ta sœur, pour qu'elle voit que par amour pour elle, si tu l'aimes, reviens. Et donc du coup les pompiers qui
qui ont entendu ça, ils étaient assez touchés. Et ma fille, sa sœur, lui a dit regarde Antoine, tous les camions pompiers qu'il y a, t'as vu tout ça pour toi, mais t'as vu, tu serais content, tu serais tout comme un fou. Et à un moment donné, elle remarque qu'il y a une jeune fille pompier qui était là. Et elle se tourne vers elle et elle lui dit, vous savez, ce matin, on vous a vu quand on a été chercher les courses, parce qu'il y avait la journée pour porte ouverte de la caserne du coin, la semaine suivante. Et du coup, elle avait son frère dans les bras et elle avait dit, regarde Antoine, elle avait parlé aux pompiers, à la fille, et elle lui avait demandé si son frère pouvait monter dans le camion de pompiers parce qu'il aurait été heureux. Et elle lui avait dit, oui, il y aura plein de pompiers. Et elle lui dit, vous savez, madame, faut lui dire qu'il va monter dans les camions de pompiers parce que c'est son rêve et il faut qu'il y aille. Et donc du coup, là, ça a été le cri. Et ils ont repris le massage pendant un long moment. Et ils ont continué. Et là, il y a eu, à un moment donné, une réaction qu'il y a le cœur qui est reparti. Donc peut-être une heure et demie après. Ils se sont vraiment tout donné. Et du coup, donc le médecin est revenu me voir en me disant que le cœur était reparti, mais que c'était très fragile, forcément. Et qu'il ne savait pas si c'était dû aux médicaments qu'il avait ou si c'était dû au massage. Et il savait pas du tout aussi si son cerveau, l'état neurologique, comment il était, et que du coup, ils n'avaient pas de réaction et tout ça. Et à un moment donné, je me suis adressée à Antoine et je lui ai dit, je vais chercher ton doudou parce que tu as besoin de ton doudou. Et là, il a eu une réaction, alors on ne sait pas si c'est nerveux ou pas, mais en fait, il a eu une réaction qu'il a bougé les bras, qu'il a arraché une partie des trucs et qu'il a essayé de réagir, en fait, de bouger. Et ils ont vu que quand je lui parlais, il réagissait. Et donc là, le SAMU m'a dit que c'était très bon signe, ça voulait dire qu'il était encore avec nous et que voilà, il était fragile, mais il était encore là et qu'il y avait bon espoir. Et donc du coup, ils ont dit on va attendre encore un peu. Et donc moi j'étais en mode est-ce que vous essayez de me faire croire qu'il est encore vivant et que c'est pas vrai, sachant que je l'ai vu mort, je sais combien de temps il est passé sous l'eau. Je fais est-ce que c'est par rapport à ma fille et mon mari que vous avez besoin de donner l'espoir et de dire même si c'est fini. Moi j'ai juste besoin de le savoir parce que c'est important pour moi de savoir si mon fils il est mort ou dites-le moi même si vous voulez pas pour ma fille et tout ça. Et il y a un des gendarmes qui est venu me voir en me disant madame, on a fait appeler l'hélicoptère, on ne fait pas venir l'hélicoptère pour rien. Donc c'est que votre fils a encore de l'espoir, il faut y croire. Et donc après l'hélicoptère est venu, donc ils ont attendu de le stabiliser. Ils ont été obligés de le sédater parce qu'il s'agitait un peu trop. Et là du coup ils m'ont prévenu que je pouvais pas aller avec lui dans l'hélicoptère parce que son cœur était trop fragile et que si jamais son cœur s'arrêtait de nouveau, ils ne le réanimeraient pas dans l'hélicoptère. Et si j'étais là, ils avaient pas peur que je panique et que du coup ça soit un danger pour tout le monde. Donc ils m'avaient prévenu, si jamais ça s'arrête, on fera rien. Et donc du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient à la Timone, donc c'est l'oncle de mon mari et sa femme qui m'ont amené parce que forcément j'étais incapable de conduire. Et la question s'est posée donc si on allait tous les deux ou pas. Et moi avec mon mari, il n'y a pas eu besoin de discuter 100 ans. C'était mon mari restait avec ma fille parce que j'avais besoin que quelqu'un soit aussi avec elle, que ça soit pas un étranger ou autre, et que en disant c'est important qu'on soit là pour elle et qu'on lui explique. Et puis même mon mari, je pense pas qu'il se serait senti de venir. Et donc du coup, arrivé à l'hôpital, donc 45 minutes après, parce que je me suis pris les bouchons, il y avait le carnaval de Marseille, il y avait l'OM et tout ça. J'étais avec le téléphone en train de me dire est-ce que je vais recevoir un message ou envoyer un message à mon mari, est-ce que tu as eu quelque chose? Non. Et arrivé à Marseille, ils m'ont dit c'est un battant, il est vivant, il a tenu, il vous attend, tout va bien. Donc après ils m'ont dit on va quand même attendre avant de le voir, on va le préparer, mais il est toujours vivant avec nous. Et du coup après j'ai pu le voir, donc pas forcément comme on voit, hein. J'ai pu voir sur les radios qu'ils avaient fait que j'avais effectivement cassé les côtes, donc ça a été ils m'ont dit à mon avis les pompiers aussi, mais c'est pas grave, les côtes ça se répare. Et c'était vraiment le truc, mon Dieu, j'ai fait mal à mon fils. Et du coup il a eu un nouvel arrêt cardiaque, donc ils l'ont encore réanimé.
Et après, ils m'ont fait comprendre que tant qu'il était à l'hôpital, il pouvait être réanimé, on pouvait voilà. Sauf que le cerveau il prenait un coup à chaque fois et que ils nous laissaient donc on était le samedi soir et que le mardi il ferait un examen du cerveau pour voir les états, enfin l'étendue des dégâts et qu'il faudrait à ce moment-là prendre une décision et du coup que ça nous laissait le temps de se préparer, s'il y avait des gens qui voulaient venir le voir. Tout ça restait avec lui, mais que pour le moment il était toujours avec nous. Et donc du coup j'ai expliqué la chose à mon mari en lui disant tu sais ça sera plus jamais notre petit garçon et c'est pas la vie que je veux pour lui ni pour nous ni pour ma fille. Voilà. Et du coup mon mari m'a dit de toute façon tu sais mieux que toi ce qu'il en est et de toute façon s'il y a une décision à prendre je te suis. Peu importe la décision que tu choisiras, je sais que c'est la pire des décisions de toute façon. Et moi, je serais incapable de la prendre. Donc, voilà, je fais ce que tu ressens pour toi, pour lui, et, par amour, et voilà. Et donc, du coup, je suis retournée. J'ai été voir le médecin réanimateur. J'ai reposé la question du don d'organes. Je leur ai dit, si le cerveau il est plus bon, est-ce qu'on peut le maintenir en vie pour don d'organes? Parce que je dis c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que y a beaucoup de parents qui perdent leurs enfants faute de donneurs, que c'est quelque chose de très dur pour des parents de dire on fait le don d'organes et que moi je perdais mon fils mais je voulais pas que la douleur de voir, je voulais qu'il revive avec d'autres enfants. Et donc ils m'ont expliqué que ça n'a pas été possible parce que, alors déjà ils étaient surpris que ça soit moi la première qui passe à ça. Et je sais pas pourquoi, mais voilà. Et ils m'ont dit que c'était pas possible parce qu'il avait eu trop de médicaments importants dans les organes et que du coup il aurait fallu attendre un long moment pour qu'ils les évacuent et que c'était pas humainement parlant bien parce que ça aurait pu prendre des mois et que du coup c'était pas, on pouvait pas. Et après donc il était encore un peu avec nous, donc j'ai pu lui parler, j'ai appelé mon mari, j'ai dit si on peut lui dire les choses, sa sœur aussi, donc c'était émouvant d'entendre sa sœur lui dire qu'elle l'aimait et que c'était son héros. Et que il était formidable. Et c'est là après que j'ai dit à mon mari, on peut pas le laisser comme ça, de toute façon il sera plus avec nous. Et donc du coup il a refait un arrêt cardiaque. Et là j'ai interdit qu'on le retouche. On dit on le réanime encore et je leur ai dit non, vous arrêtez, je veux plus vous le laisser partir. Et avant de partir, il a quand même eu un réflexe il m'a serré la main et c'est fini. Merci. Merci de votre témoignage. Écoutez, vous êtes très courageuse déjà de nous avoir fait partager son histoire. Merci. Je pense que c'est important de parler et de faire comprendre aux gens que c'est pas... que c'est dur pour nous, mais que si on peut apporter quelque chose aux gens, bien sûr, alors faut en prendre conscience. C'est très important d'écouter votre témoignage. On vous a laissé finir, on vous a laissé parler, donc du coup vous avez pris toute l'émission et c'est magnifique. Pardon, excusez-moi. Mais au contraire, merci. Jean-Yves, on va terminer. Vous êtes secouriste, vous avez créé cette belle association, je le dis parce que vous avez fait des beaux stylos, Baby et Kid, Secours Prévention. Vous voyez malheureusement beaucoup de choses. Votre but, c'est de faire des ateliers pour les parents, pour leur apprendre les gestes de premier secours, pour éviter aussi que des accidents comme ça puissent arriver. Et on va essayer de terminer rapidement avec vous. Alors déjà, on sait que vous faites des ateliers un peu partout. À Marseille, vous faites des ateliers privés, on vous suit sur les réseaux sociaux puisqu'on vous a déjà reçu sur Radio JM. Merci vous aussi de faire de la prévention comme ça. Rapidement, qu'est-ce que vous ressentez après l'histoire de Laetitia et quels conseils pour terminer l'émission vous donnerez aux parents, Jean-Yves? Je ressens beaucoup d'émotions, hein. C'est un témoignage qui est poignant. Saluer son courage de venir témoigner aujourd'hui, saluer le courage qu'elle a eu ce jour-là. Dans les gestes qu'elle a entrepris, qui étaient bons. Hein. La peur de casser les côtes, de faire mal, c'est naturel, mais c'est pas grave. C'est ça. Donc voilà, c'était vous l'avez fait. Très difficile. Oui, et vous avez été courageuse dans ça. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire à ce moment-là, avec les mesures de prévention que vous aviez en tête à ce moment-là, l'échelle de la piscine, etc. Donc l'accident, malheureusement, il n'est pas toujours prévisible.
Ce qu'on peut dire à propos des noyades, c'est que cette année, avec les canicules, il y a eu beaucoup plus de noyades que les années précédentes qui ont été recensées. C'est des noyades éventuellement donc, dans des piscines et les bords de mer, ça c'est des choses qu'on a couramment à l'esprit, mais c'est également des noyades dans des cours d'eau, lors des activités sportives, paddle. D'ailleurs, il y a un monsieur hier sur Marseille, je crois, qui a été découvert décédé avec son paddle. Ça peut être des sauts dans les rivières, des baignades dans le canal de Provence, où il y a des courants forts et des systèmes de grilles, et les gens se retrouvent piégés. En prévention pour les parents, c'est s'il y a une baignade, c'est d'être avec l'enfant dans l'eau tout le temps, avec un système de flottaison pour l'enfant qui soit homologué aux normes européennes. C'est ne jamais laisser l'enfant seul, c'est bien se mouiller un petit peu avant de rentrer, éviter les heures très chaudes. Ne pas se baigner si on n'est pas en bonne santé, si on est un peu fatigué ou si on sent qu'on a des frissons, il faut sortir immédiatement de l'eau. Et surtout, je vous coupe, couvrir tous les points d'eau quand les enfants sont petits. Et couvrir et mettre des barrières pour empêcher l'accès au dans bassin. les bassins à poissons, finalement. Couvrir les fontaines, bassins à poissons, tout ça, essayer de protéger davantage. Le bassin, il était quand même hors sol. En plus. C'est tout. C'est pour ça qu'on milite pour ça, pour prévenir. Tout à fait. C'est tellement important. Les fontaines dans les. Oui, bien sûr. Notre village a mis des grilles sur les fontaines pour justement prévenir. C'est vrai qu'on pense pas aux petits points d'eau. C'est ça. On se dit toujours, comme je disais en début d'émission, le bassin, la première chose, ça a été la piscine. Tout le monde pensait la piscine, et moi, jamais j'aurais imaginé le bassin. C'est évident. Et voilà, et puis prévenir que c'est sans bruit. C'est sans bruit. Absolument aucun bruit. Exactement. Et puis c'est très rapide. Ça va vite. 3 minutes. Ça va vite. On termine, on reprend le massage cardiaque. Ça, je sais que c'est des choses que vous apprenez beaucoup dans vos ateliers. Voilà, vous avez votre gros poupon. Alors j'ai oublié son Polo. Vous avez Polo. Où vous apprenez le massage cardiaque. Je pense que son courage est salué, son massage aussi. Complètement. Très important à faire aussi. De toute façon, ce que j'explique lors des formations, il y a le cadre réglementaire que je peux expliquer et que les gens pratiquent sur Polo. Et après, il y a le jour J, si jamais il y a un accident qui arrive pour soi-même ou pour des tierces personnes, il y a le facteur stress émotionnel qui font que on va attaquer des gestes. Ce sera peut-être pas dans le bon tempo, ce sera peut-être pas toujours dans le bon ordre, mais l'essentiel c'est de faire quelque chose, d'appeler les secours le plus rapidement possible, ce qu'elle a essayé de faire également. Et au téléphone, on remettra du cadre dans la démarche à suivre, dans la réanimation, dans les rythmes, etc. Et ces premières dizaines de secondes, premières minutes où on commence à agir sans avoir quelqu'un au téléphone qui nous guide, même si c'est pas fait pile poil comme c'est prévu, de la manière la plus efficiente qui pourrait être, c'est salutaire et ça permet de maintenir en vie. Tant que c'est pas un médecin qui dit que ça se termine, mais voilà, tant qu'on masse, on maintient son enfant en vie. C'est ça, tout à fait. Écoutez, on est obligé de terminer cette émission. Jean-Yves, on va vous retrouver très vite pour un prochain sujet et surtout parler de votre belle entreprise qui fait beaucoup de choses sur Marseille. On vous retrouvera lors d'une prochaine émission. Merci Laetitia. Et on a une grosse pensée pour Antoine. Merci. Et pour toute votre histoire, merci de l'avoir partagée, c'est important. Et encore une fois, c'est très courageux. On va dire, c'est l'instinct, je sais pas. Bravo de tout ce que vous avez fait et surtout bravo d'être venu en parler. Merci. Voilà. Jean-Yves, merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est vrai que c'était une émission un petit peu compliquée, mais merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.